C'est bon pour l'enregistrement, donc on va officiellement commencer la présentation maintenant, hein. Donc vous devriez pouvoir voir ma slide qui s'appelle Avant de commencer. Confirmez-moi s'il vous plaît, si vous la voyez bien. C'est le Oui, cas ou oui. pas? Oui, d'accord, ok, merci. Avec les multi-écrans, on ne sait jamais trop où on en est des fois. Donc avant de commencer, cette session sera enregistrée, est enregistrée. Voilà. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, des webinaires donc, de cet événement dans les 24 à 48 heures, un peu plus. Le géoréférencement donc, nous est présenté par Jacques Rigal aujourd'hui, qui est un expert élite Autodesk. Il se présentera un peu plus lui-même juste après. Donc, les community conversations, on les a appelées comme ça en anglais, on garde le terme pour la présentation en français aussi, sont des intervenants experts. Alors, experts élites ou pas, hein, pas nécessairement, hein, généralement des experts élites de la communauté Autodesk qui partagent leurs connaissances, créent des liens. Tout cela est animé par l'équipe de la communauté Autodesk, en particulier par moi pour l'organisation. Dans tous nos webinaires, alors je vais admettre en même temps des gens, Michael Hawk qui va se joindre dans la conversation, en Ça y particulier. est, j'ai la pression, il y a Michael aussi. Michael qui se joint tout à fait. Donc, déclaration de la sphère de sécurité. Donc, c'est un texte légal que je suis tenu de vous présenter pour chaque webinaire. Je vous le résume, hein, je ne vais pas vous le faire lire, bien sûr, en entier. Donc, il s'agit de dire que ce qu'on va discuter aujourd'hui, il peut y avoir des fonctionnalités des logiciels Autodesk qui sont encore en préparation ou hypothétiques. Donc, on vous demande simplement, à vous qui regardez ce webinaire, de ne pas prendre des décisions d'achat des logiciels basées sur des choses qu'on vous présente de façon hypothétique. Voilà, il s'agit de ça simplement. En jaune, en bas, on indique que Jacques Rigal est indépendant d'Autodesk, donc il n'est pas salarié ou employé par Autodesk. Il est en plus pas rémunéré par Autodesk. Puisque Je les experts confirme. élites, il confirme, les experts élites, je le rappelle, sont bénévoles. Avant de commencer, en principe, on met la communication, c'est-à-dire les micros des gens en sourdine, à part naturellement les présentateurs. Vous pouvez allumer votre caméra hein, si vous voulez, pas de souci pour ça. Et vous avez une petite icône en bas de Zoom pour lever la main, pour demander la parole, soit en cours de présentation, soit après, bien sûr. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, hein. Donc, moi-même, Patrick Hémin, animateur de la communauté depuis 2016, Jacques Rigal, consultant indépendant chez Projet J. Il est également expert élite. Eh bien, moi, je vais arrêter mon partage et je vais passer le partage à Jacques. Allez, c'est parfait. Écran numéro 2. Et c'est parti. Est-ce que le partage fonctionne bien? Oui, très bien. Alors, moi, je vais agrandir aussi parce que je veux voir les gens. Hop, petite organisation, bien entendu. Ah, mais ça ne s'agrandit pas. Ah, super. Ah, si, ça y est, voilà. Que je vous vois tous. OK, en tout cas, tous ceux qui ont mis la caméra. Ouais, Donc, très bien. aujourd'hui, on va parler de ces sujets qui nous chagrinent de temps en temps dans Revit. Je vais essayer de faire du pratico-pratique. On a eu deux excellentes présentations sur le géoréférencement précédemment. Tu me diras peut-être un mot à la fin, Patrick, bien entendu. Mais c'était très théorique. Je vais essayer de faire un petit peu de théorie et beaucoup de pratique dans Revit. Et surtout, ça va concerner uniquement Revit, un petit peu d'AutoCAD, mais bon, vraiment un tout petit peu. Et Quentin, on est d'accord, je fais pas de la géodésie tous les jours. Voilà. Donc, on va parler très rapidement des règles qu'on doit mettre en place en France en tout cas, et dans les autres pays aussi, à condition qu'il y ait en fait des systèmes de projection. Normalement, il y a des systèmes de projection dans tous les pays, et au pire, vous avez des systèmes internationaux. Donc, la géodésie, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? C'est de savoir un minimum où on va situer nos bâtiments. Encore une fois, je suis focalisé sur Revit. On va expliquer, enfin, je ne vais pas vous expliquer la projection Lambert, mais je vais vous expliquer que ça existe là-dedans et quels sont ces fameux points. Vous voyez, je les ai mis là dans ma présentation de façon en fait à vous les remémorer. Donc, le point d'origine de Revit. Ce point d'origine-là, on en parlera parce qu'il est important. Le point de topo et le point de base du projet. On verra que ça peut être assez utile là-dessus. Quels sont les objectifs vis-à-vis de Revit? C'est déjà de communiquer dans un environnement qui serait le plus réel possible. Toujours pareil, il peut y avoir de la dérive suivant les méthodes de relevé et elles doivent être acceptables. Collaborer facilement avec
l'ensemble des personnes avec qui vous travaillez. Alors, on ne va pas voir tout l'éventail, je n'ai que 45 minutes, bien entendu. Analyser le site si besoin est, bien entendu, et localiser précisément l'ensemble des éléments qu'on va mettre en place. Ça sera utile aussi tout au long du cycle de vie du projet. S'il y a des extensions ou des choses comme ça qui sont sur votre projet, c'est toujours beaucoup plus pratique en fait d'être géolocalisé ou géoréférencé. Alors, on va tout de suite battre en brèche les deux outils qu'on pourrait utiliser dans Revit. Il y a dans Revit une géolocalisation qui est à base de coordonnées GPS ou d'adresses postales. Les deux fonctionnent. On est d'accord que la coordonnée GPS, quand elle vous est fournie par un géomètre expert et uniquement un géomètre expert, c'est quand même beaucoup plus précis qu'une adresse postale. Et la deuxième chose, c'est le géoréférencement. Géoréférencé, on est dans un autre système qui est un système cartésien et qui est en coordonnées soit Lambert 93 en France, soit RGF 93 dans les 9 zones dont je vous parlerai par la suite. Les cas d'usage, alors j'en ai mis quelques-uns, évidemment, vous avez vu que j'ai mis etc. aussi à la suite. Hein, on a l'implantation unique, bien entendu, c'est-à-dire sur de l'habitat, sur des locaux tertiaires ou industriels ou tout autre type de locaux. On peut très bien implanter un seul bâtiment. En revanche, on verra, enfin en tout cas j'espère que j'aurai le temps, on devrait faire une implantation multiple aussi. J'ai donné quelques exemples, campus d'université, hôpitaux, urbanisme. Moi, je vais faire un espèce de lieu de villégiature, vous verrez, ça sera assez rigolo. Voilà, des sites industriels, bien entendu. Alors moi, je suis intervenu sur des gros sites industriels. Pour ceux qui habitent Toulouse, vous les connaissez, c'est Airbus, par exemple. Et la géolocalisation chez Airbus et le géoréférencement des sites, c'est un point qui est prégnant. Voilà. Bon, évidemment, pour ceux qui font des choses moins grandes, mais tout aussi importantes, urbanisme, lotissement, site industriel ou tertiaire. Voilà. On est d'accord que le RGF 93 et le nivellement, en tout cas, ce qu'on utilise en France depuis et qui est obligatoire depuis 2006, je crois que c'est un décret de février 2006, si mes souvenirs sont bons. Je crois que j'ai mis le lien d'ailleurs dans le PowerPoint qu'on mettra à disposition. On va définir une longitude, une latitude. Ça, c'est quand on est dans un système géographique. Quand on est dans un système cartésien comme le RGF 93, on va donner une orientation à l'est et au nord, en X et Y, hein, bien entendu, et en unité de longueur surtout, pas du tout en unité d'angle. Donc, il ne faudra pas confondre ces deux éléments-là. Si on parle d'altitude aussi, il y a un très beau reportage sur la chaîne Néo sur le marégraphe de Marseille qui définit le zéro aux France. Bien entendu, ça traîne sur LinkedIn en ce moment, je l'ai liké. Allez sur mon profil, vous le retrouverez. Voilà. Donc, ici, juste quelques rappels, je ne m'appesantis pas plus là-dessus. Ce sont des notions qu'il faut que chacun d'entre nous puisse maîtriser, en tout cas. Alors, on a aussi en France un organisme qui est plutôt intéressant, c'est l'IGN, l'Institut national géographique, ou géographique national, on va le mettre dans le bon sens, qui nous garantit justement ces systèmes de projection et qui nous met à disposition en général des fiches de station. Alors là, j'en ai une ou deux en fiche station ici, et on a en fait un serveur de fiches géodésiques ici pour se retrouver. Donc ici, quand vous allez zoomer sur ce type de cartographie, vous avez le lien évidemment dans le PowerPoint, eh bien vous verrez que vous avez des fiches ici et que vous pourrez avoir des informations sur ces fiches-là. Alors ça, c'est quand il veut bien fonctionner. Dommage. Belle démo. Est-ce qu'on va y arriver? Il lui faut un petit peu de temps d'habitude. Et là, il en faut beaucoup. Bon, un premier échec dans ma démonstration, c'est super. On va commencer par ça. Donc, normalement, en fait, ici, vous avez des fiches géodésiques et vous voyez que vous avez des références planes pardon, en Lambert 93 dans le registre géodésique français et une référence géographique en longitude et en latitude, donc tout simplement, en fait, une coordonnée GPS. Alors, les normes, je ne vais pas trop en parler, mais ça devrait fonctionner. Alors, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint que j'ai perdu, évidemment. Le voilà. Et je vais redémarrer à partir de là. Hop, voilà. Donc, à chaque fois, vous verrez, vous aurez des liens ici.
et vous pourrez aller sur une fiche comme ceci et vous aurez tout un tas d'informations. Vous aurez les coordonnées cartésiennes et vous aurez les coordonnées géographiques de points remarquables positionnés soit par l'IGN, soit par des entreprises tierces qui fonctionnent avec l'IGN. Voilà. Tant qu'à faire, autant faire ce peu. On est d'accord que le RGF 93, c'est ce qui va nous animer quand on implantera des bâtiments, quand on va travailler plutôt sur du réseau routier ou ferroviaire ou des grands ensembles. On va plutôt travailler sur du Lambert 93 qui est plus adapté. Nous, ici, on est sur un système qui est vraiment franco-français. Vous verrez, il y a des systèmes en fait pour tous les territoires français, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Guyane ou autre. On a des systèmes de projection pour chacun de ces pays-là. Enfin, de ces territoires-là, pardon. Et chacun des pays peut avoir aussi leur système ici. Évidemment, on est référencé par rapport à l'Europe, c'est assez intéressant. Et surtout, en fait, les coniques conformes, c'est-à-dire les 9 zones du RGF 93, sont découpées à peu près comme suit sur ce système de cartographie. Et je vous montrerai un petit site sur lequel vous pouvez vous repérer facilement. En l'occurrence, c'est un site que tout le monde connaît normalement, c'est cadastre.gouv.fr. Il vous indique les coniques conformes dans lesquelles vous vous trouvez en fonction de la situation. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et vous voyez les systèmes de réseau géodésie français, donc pour la Martinique, la Guadeloupe et j'en passe. On va essayer d'oublier personne. Dans Revit, on a 3 points de positionnement que l'on peut manipuler ou pas. Le premier point, c'est le point d'origine de Revit. Il est immuable et non sélectionnable. Alors, je fais un parallèle avec AutoCAD. On parle bien du SCG dans AutoCAD. Le SCG dans AutoCAD, si nous n'avons pas des outils propres à la cartographie, est immuable et maintenant sélectionnable, mais en fait, il va créer un SCU directement, c'est-à-dire un système de coordonnées utilisateur. Dans Revit, on a un système de coordonnées utilisateurs. L'analogie va s'arrêter là. C'est le point de base du projet. Le point de base du projet définit réellement où se situe le projet par rapport à un point de topographie. Et c'est très souvent ce point de topographie ou ce point de base du projet qui pose un problème de compréhension dans Revit. Donc, ce que l'on fait, c'est que très souvent, on essaye de manipuler les deux, on les manipule à la main, on ne le fait pas correctement, on ne met pas des coordonnées qui sont en plus dans le bon sens, puisqu'en fait, ici, les coordonnées, vous verrez, sont bien Y, puis X, puis Z. Hein, on le voit ici, je vous l'ai noté, correspondance à une référence de projet. Donc, le nord-sud, c'est notre axe nord-sud ici, et non pas la première donnée dans Revit n'est pas le X, elle est Y. Voilà, déjà, ça, si vous vous trompez, vous inversez vos coordonnées, ça pose problème dans Revit. Ensuite, il contient aussi ces points-là, ces 2 points-là contiennent l'information finalement du nivellement général français, le NGF, là aussi, qui est pris à Marseille au Marégraphe. Et donc, je suis capable de donner dans Revit 2 informations identiques. Enfin, basées sur la même information. Donc, notre niveau 0, évidemment, si possible étant à 0, et on peut lui informer de l'élévation. Donc, ça pose quasiment pas de problème dans Revit. C'est presque ça qui est le mieux maîtrisé très souvent dans mes rencontres avec mes stagiaires. Voilà. Et je vous disais, ici, on définit un emplacement. Et cet emplacement, vous allez voir que moi, je vais le faire modifier pour qu'il soit récupérable, enfin, qu'on puisse récupérer l'information des DWG émanant des géomètres experts, par exemple, qui nous auraient fait une géoposition correcte et cohérente. Ça, je vous invite à voir les anciennes vidéos des community conversations. Premier scénario, j'ai ici un fichier. Alors, je vais être obligé de vous enlever ici. Tac, bah évidemment, celui-ci, je ne l'ai pas. Euh, et je vais positionner par rapport à un plan DWG géoréférencé. Je vais vous en faire un deuxième a posteriori, c'est-à-dire j'ai déjà mon bâtiment et je dois le géoréférencer. Hein, donc ça peut arriver de temps en temps parce qu'on n'a pas reçu les données au bon moment. Un troisième scénario, c'est j'ai pas de fichier et on m'a donné des coordonnées. Voilà, je vous montrerai ça. Voilà.
je vous montrerai comment les inverser et comment les positionner correctement, parce que là aussi, c'est un peu important. Et le dernier scénario, c'est de positionner plusieurs bâtiments sur une topographie qui, elle, a déjà été géoréférencée dans Revit. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. On va commencer par le premier. Le voici. Je vais essayer de sortir de mon élément. Et pour commencer, on va commencer avec un fichier totalement vierge. Je vais vous faire deux manipulations ici et je vais implanter celui-ci dans le quatrième scénario. Donc là, pour vous dire que je n'ai pas préparé quoi que ce soit, je vais le faire sans filet, c'est-à-dire commencer dans un gabarit architectural de Revit. Donc, on le fait comme si on commençait un projet. Si vous avez vos propres gabarits, bien entendu, c'est bien mieux. Ici, je viens donc dans mon plan de masse. Pourquoi je viens dans mon plan de masse? Pour vous afficher tout simplement en fait les points de base, les points de topographie. Et pour ceux qui connaissent Revit, ah oui, alors si mes boîtes de dialogue arrivent sur mon deuxième écran, ça va poser problème. Et donc, pour ceux qui connaissent Revit ici, être en capacité de positionner en plus de ça l'origine interne de Revit. Alors, alors j'utilise ce terme-là, mais il n'est pas tout à fait vrai. Euh, Revit est égocentrique, c'est-à-dire il est basé sur le projet et pas du tout sur la géographie. Ce qui n'est pas le cas de plein d'autres outils, hein. Mais Revit, c'est le projet qui prime et c'est la position du projet qui prime. Faites très attention quand vous positionnez vos projets dans Revit, s'ils sont trop éloignés de cette origine-là, hein, c'est vraiment, je parle bien de cette origine-là, hein, ce point-là, qui est immuable. Eh bien, en fait, s'il est trop éloigné, Revit sera complètement perdu puisqu'on est hors des limites des capacités de Revit. Donc, très simplement, j'ai un fichier géomètre, je vais l'insérer en prenant un fichier CAO. Ah ben, toutes mes boîtes de dialogue ont décidé d'aller sur le côté. Voilà. Alors là, je prends vraiment un fichier de géomètre qu'un de mes clients m'a permis d'utiliser. Je vais le mettre dans ma vue active, il est en mètre, et je vais le mettre centre à centre. Je fais absolument pas de géolocalisation à ce moment-là ou de géoréférencement. Je pose mon fichier dans mon plan de masse. À partir de là, j'ai mon fichier, je vais pouvoir le sélectionner très rapidement et je vais pouvoir le déplacer. Il est normalement déjà géoréférencé, hein, mon fichier DWG. Alors pourquoi je le déplace à l'angle de ce bâtiment-là? Ben, parce que c'est ce bâtiment-là qui m'anime, c'est une médiathèque en l'occurrence, et je voudrais en fait récupérer les coordonnées de ce fichier DWG à ce point-là. Donc si je prends mon point de base de projet, je n'ai aucune information ici. D'accord? Encore une fois, c'est mon géomètre qui me garantit l'information. Moi, je ne fais pas de test ou de validation de quoi que ce soit. Je fais confiance à ce que m'a donné mon géomètre. C'est un fichier à plat. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais utiliser ici site partagé et je vais tout simplement importer mon système de coordonnées partagé de mon fichier topo. Je fais rapprocher et mon information a directement été intégrée dans Revit. Je n'ai aucune autre modification à faire. Donc ici, ma coordonnée nord-sud et ma coordonnée est-ouest est la bonne. Je suis dans la zone numéro 3, donc dans le conique conforme 44. Ça, c'est une petite astuce que j'ai remarquée, c'est que systématiquement, quand vous allez valider ces éléments-là, si on cherche la commune Le Vigan, par exemple, puisque c'est là où nous sommes implantés, dans le 30, ici, ah, si le site veut bien ne pas me faire des blagues. Donc, on va prendre le Vigan dans le 30 ici, on va rechercher. Et comment je m'assure que les coordonnées que l'on m'envoie soient justes? Parce que je suis architecte et que je ne suis pas géomètre, dans ce cas de figure, hein, bien entendu, ou même constructeur, peu importe. Bon, ici, je ne vais pas aller mesurer quoi que ce soit parce que ce site-là ne me permet pas de mesurer quoi que ce soit. Il va juste me permettre de vérifier une information qui est ici, tout bêtement. C'est-à-dire vérifier que je suis bien dans mon conique conforme 44, que mon géomètre m'a donné des coordonnées qui sont cohérentes et que je fonctionne correctement dans ce site-là. C'est juste une vérification, hein, pas plus. Donc ici, je peux aller zoomer sur mes éléments. Je ne peux pas faire de mesure là-dedans et de toute façon, elles seront foncièrement fausses. Voilà.
Vous voyez qu'en plus, c'est une mesure qui est mobile à votre curseur. Donc, autant vous dire qu'en termes de précision, elle est relative, mais elle me permet de vérifier ceci. Donc, c'est un bon moyen de vérification et vous allez voir que vous êtes toujours dans le bon système de projection. Et juste en dessous, vous avez le système de coordonnées géographiques, pardon, qui est le WGS84. Encore une fois, Jean-Christophe l'a expliqué très clairement dans ses dernières présentations. Et donc, je l'ai en degrés, minutes, secondes ou en latitude et en longitude. Ça, je pourrais les réutiliser si mon géomètre me les donne et me les certifie, évidemment pour géolocaliser, cette fois-ci, mon bâtiment. Mais Revit ne comprendra pas des coordonnées non cartésiennes. D'accord? Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'injecter, à partir d'un plan géomètre, en l'occurrence celui-ci, une coordonnée à ce point-là et qui me positionne automatiquement mon Revit. Alors, quand je prends ça avec des fichiers complètement bruts de ce que l'on m'a envoyé de la part de mon géomètre, quand je double-clique sur ma molette de souris, ben, je me retrouve avec mon point de topo ici. Ce point de topo est finalement à l'origine du système géodésique. Donc ici, ce point de topo, vous pouvez le masquer, la catégorie, et ne plus vous en soucier. Et d'ailleurs, il vaut mieux ne pas s'en soucier, tout simplement pourquoi? Ben, parce que vous fausseriez en fait les coordonnées que vous avez inscrites dans votre Revit. Ces coordonnées, il reste deux choses à faire. Alors, ça, c'est dans le cas où, en fait, mon plan géomètre est à plat. C'est de donner une information sur mon altitude. D'accord? Si ma boîte de dialogue, encore une fois, veut bien venir sur la bonne fenêtre. Voilà. Et moi, mon géomètre m'a donné ma coordonnée à 228, 175 ici. D'accord? Voilà. La dernière étape pour finaliser ça, je vais travailler, comme vous le voyez ici, sur le bâtiment de ma médiathèque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement orienter le nord du projet et pas le projet vers le nord. La traduction n'est pas très bonne là sur cet élément-là. Et je vais aligner en fait cette, cette ligne-là pour m'orienter là-dessus. Alors, mon bâtiment n'est pas dans le bon sens. Il ne devrait pas. Alors, merci Zoom, hein. Il m'a balancé toutes les boîtes de dialogue dans l'autre écran. Et donc, je devrais travailler plutôt de manière horizontale plutôt que verticale ici. Eh bien, il ne me pose aucun problème de faire pivoter ici à 90 degrés mon nord projet. Tout simplement pourquoi? Parce que je peux avoir les deux informations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans Revit. Si je fais dupliquer avec les détails ici, je peux avoir une vue orientée en nord géographique. La voici. Elle peut être au 500e, à ce que vous voulez, pas de problème. Et je peux avoir une vue orientée au nord projet. Et commencer à dessiner sans aucun problème. Je resterai parfaitement implanté. Donc, si je dessine rapidement quelque chose dans Revit, voilà, on va juste faire ceci. Vous allez voir que, en fait, ça n'a aucune incidence puisque mon mur est de toute façon positionné dans un nord projet avant d'être positionné dans un nord géographique. OK. Ce qui Oui, oui, je regarde sous-entend, aussi hein, avec Revit 2023. il faut que vous coupiez vos micros. Je ne Encore? sais pas qui parle, mais il faut que vous coupiez vos micros. Donc ici, on voit bien que mon orientation de nord projet est différente de mon nord géographique, vraiment clairement, et c'est très intéressant. Ça, c'est dans le cas où j'ai en fait un fichier qui est simplement géoréférencé par sa coordonnée. C'est-à-dire ici, je vais dans AutoCAD, je prends localiser un point et je prends ce point-là, j'ai la même coordonnée que mon point d'origine. D'accord? J'ai un deuxième fichier, alors celui-ci, je vais récupérer sur un autre site qui s'appelle Cadastre aussi, et celui-ci, il est un petit peu différent. Il s'appelle donc cadastre.data.gouv.fr. Celui-ci vous permet de consulter une carte et en plus de télécharger les DXF géoréférencés. Donc ça, c'est plutôt sympa et plutôt pratique. C'est des données libres d'utilisation, pas forcément libres de droit. Il y a des licences quand même sur ces fichiers-là, mais ce sont des données fournies par l'État. Donc, déjà, la carte, vous allez voir, est un petit peu plus actuelle et vous avez un moteur de recherche tout aussi efficace ici.
Et je vais pouvoir aller choisir mes parcelles cadastrales, mes éléments, et ainsi de suite. Donc, si je prends ce site-là, par exemple, je vais trouver mon code INSEE de la ville, ma section cadastrale et ma parcelle, évidemment, ici, avec la superficie. Si je prends mes données cadastrales, je vais aller les chercher ici. Vous voyez que les millésimes sont relativement récents. Je vais les prendre en DXF, plan cadastral informatisé, CC 9 zones, donc conique conforme 9 zones. Et vous pouvez les faire par feuille. Et pour ceux qui travaillent à une grande échelle, vous les avez aussi en Lambert par département, directement. Alors, encore une fois, je vais mettre des guillemets à tout ce que je vais dire là. Ceci n'est pas un travail de géomètre. Ceci est un travail de géomètre pour le cadastre. Ce qui veut dire que la seule chose qui est vraie là-dedans, ce sont les superficies. En revanche, je me suis permis d'utiliser dans AutoCAD la définition d'emplacement, sachant qu'encore une fois, si on a des outils plus performants comme Civil 3D ou Map, on est capable de localiser encore mieux que ce que j'aurais pu faire avec ça. Et j'ai fait en sorte de mettre une cartographie qui représente tout simplement le conique conforme correspondant en fait à l'emplacement de ma ville et de mon Jacques, bâtiment et Jacques, de mon plan Jacques, cadastral. Oui, Jacques, je t'interromps une petite seconde, s'il te plaît. On ouais, a deux questions. Je me permets de t'interrompre. vas-y, vas-y. Osata nous demande dans le chat, je ne sais pas si tu vois le chat, hein, sinon je vais te dire la question. Mais je l'ai là. Le point de topo était, tu l'as, hein, le point de Ouais. topo était trombonné. Le fait de détrombonner, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais l'aborder tout de suite parce que justement, avec le fait que j'ai fait une géoposition dans mon fichier AutoCAD ici, on va voir que mon point de topographie ne bougera pas. Il va avoir la même coordonnée strictement que mon point de base du projet. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Et bien entendu, D'accord. si on utilise ce qu'avait démontré Jean-Christophe, c'est-à-dire l'insertion directement, et je pense qu'il va en reparler dans son prochain, quand on lit la topographie via Docs, on a encore une précision encore plus accrue. Mais je vais vous en parler maintenant. Je refais à nouveau un nouveau fichier pour vous prouver que je fais sans tricher, sans avoir préparé quoi que ce soit. Je me place dans mon plan de masse ici pour voir simplement mon point de topo et mon point de base. J'insère à nouveau mon fichier CAO cette fois-ci qui est calé. OK? Alors, il pourrait être calé par mon géomètre ou par un ingénieur qui est capable de travailler sur Map et Civil 3D. Je vais faire la même chose centre à centre ici. Donc, la procédure est strictement la même. C'est bien parce que vous la verrez plusieurs fois comme ça. Je vais positionner. Alors là, pour le coup, j'ai un petit peu plus d'informations sur ce site-là, puisque j'ai quasiment, enfin, j'ai la parcelle cadastrale complète et j'ai la zone cadastrale complète. Donc ici, je vais positionner ceci sur mon point de base de projet et je vais faire la même commande que tout à l'heure, c'est-à-dire site partagé, importer les coordonnées et rapprocher. Et vous voyez que cette fois-ci, mon point de topo est resté strictement au même endroit. En fait, quand je vais sélectionner mes éléments, mon point de base aura une coordonnée, alors cette fois-ci elle est à 0 en élévation, mon point de topo a exactement la même coordonnée. Et le seul truc, en fait, c'est que si je détrombonne mon point de topo, je peux le placer où je veux. Il ne modifiera pas, à aucun moment, il ne modifiera pas, en fait, la position de mon projet. En fait, ici, il va simplement me donner l'information de là où est-ce qu'il se trouve. Vous voyez, les coordonnées changent tout simplement ici. Si je les positionne ici, mes coordonnées. Alors, il faut regarder les deux derniers chiffres hein, ici, en mètres pour voir que les coordonnées ont changé. Donc là, j'ai 32,56. Si je positionne ici, j'ai évidemment 16,45. Mais mon point de base du projet, lui, n'a absolument pas changé parce qu'en fait, je n'ai pas changé ma référence de mon point de topo ici. L'intérêt, c'est de faire avec cette méthodologie-là, c'est que quand je fais un zoom ici, j'ai un zoom immédiat sur l'ensemble et j'ai bien mon point de topographie qui est positionné là où je voulais qu'il soit. Point. Donc ça pourrait être une borne que mon géomètre m'a donnée, ça pourrait être tout un tas d'éléments. Alors je suis dans le cadre où je me projette systématiquement dans le RGF 93. Je peux aussi ne pas me projeter, c'est-à-dire définir que j'ai un point directeur sur mon projet, hein, ni plus ni moins, comme je viens de le faire là. Imaginons que ça soit une borne géodésique qui est posée par mon géomètre ou un clou dans la chaussée
ou un bâtiment immuable, hein, ou réputé immuable en tout cas. Et ce point de topo peut être, bien entendu ici, représenter mon zéro. Ensuite, l'implantation par rapport à mon RGF sera fait par mon géomètre. Encore une fois, ce n'est pas à moi de décider où se situe en fait mon bâtiment. D'accord? Et la petite différence avec mon fichier que j'ai fait tout à l'heure par rapport à un fichier AutoCAD standard, c'est que quand je vais dans mon emplacement ici, vous allez normalement ne pas reconnaître votre emplacement. Alors là aussi, mon emplacement est parti. Voilà. D'habitude, l'emplacement, quand vous l'ouvrez, c'est une cartographie. Ici, c'est pas du tout une cartographie, c'est j'obtiens l'emplacement à partir du point de topographie. Donc, il m'indique ici que je suis bien dans le RGF 93, dans le conique conforme 44, parce que l'information provient de mon AutoCAD. Vous voyez, l'information est ici. Si j'arrive à la faire apparaître un peu mieux, ça m'arrangerait. La voici. Donc, il me dit bien, je suis bien dans le RGF 93, dans le conique conforme 44, et je suis bien dans ma zone numéro 3. D'accord? Donc ici, le fait de l'avoir fait, d'avoir correctement géopositionné, parce que la fonction que j'ai utilisée dans AutoCAD, c'est géoposition. Euh, Moi, je l'ai fait par empirisme, mais si ça a été fait parfaitement par votre géomètre expert, ben en fait, vous avez la latitude et la longitude, ce qui est pratique pour se rendre sur un site quand on ne connaît pas son adresse. Vous rentrez ça dans votre GPS et ça fonctionne. Mais vous savez surtout dans quel système de projection nous sommes. Alors, je parle de système de projection depuis tout à l'heure et je vais remercier Didier Aveline qui m'a aidé quand même à vous présenter ceci. Euh, Dans Revit, il est juste question d'une coordonnée cartésienne. Il n'y a aucune déformation et aucune déformation ne sera prise en compte par Revit. Revit, vous travaillez sur des coordonnées cartésiennes à plat, réputées euh, normales. Voilà. Nous ne sommes pas, si nous changeons de système entre le Lambert, par exemple, 93 et le RGF 93, dans Revit, on n'est absolument pas capable de faire les compensations entre les différents systèmes de projection. Donc ça, encore une fois, ça appartient aux ingénieurs géomètres experts qui savent très bien le faire et bien mieux que nous. OK. Donc ça, c'était mon premier scénario, c'est-à-dire en l'occurrence, la capacité de Revit de récupérer de l'information à partir, si j'arrive à relancer ma démonstration, ah, c'est pas là, c'est pas grave, on va y revenir. Ma capacité donc d'utiliser les informations données dans un DWG géoréférencé. Deuxième problématique, c'est si je fais ça a posteriori, parce que bah, il m'arrive parfois de ne pas avoir l'information. J'ai fait avec un pauvre plan que j'ai récupéré sur mon cadastre, parce que je n'avais pas d'autres informations. Alors j'ai maille à partir avec. Pardon, je galère un peu avec l'outil Zoom, là, c'est un peu galère. Mais bon, bref. Et donc j'ai déjà un bâtiment qui est relativement avancé. Donc, on va utiliser mon bâtiment ici. Voilà, ma boîte de dialogue est encore une fois de l'autre côté. OK. Et je vais utiliser celui-ci. Alors, si vous n'avez pas de données géodésiques au démarrage de votre projet, je vous conseille vivement de mettre, si possible, je dis bien si possible, dans la mesure du possible, de faire en fait, vous voyez, une espèce de positionnement un peu relatif à votre projet. C'est-à-dire être capable de dire, tant que mon point de base n'est pas réglé, que mon point de base soit à 0,0, que mon point de topo soit à 0,0, et évidemment que tout ceci coïncide ici avec mon origine interne. D'accord? À partir de là, ben, on va faire la même méthode, c'est-à-dire je vais lier mon fichier CAO, calé ou pas, hein, celui que vous souhaitez utiliser. Donc je vais prendre celui-ci, moi, par exemple. Je vais faire centre à centre, je ne change pas ma méthode. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier CAO et je vais le recaler à la main. Donc je vais dire, bah, tiens, mon fichier est ici. Voilà. Je vais mettre mon point ici sur mon point de base.
Et puis, je vais implanter mon bâtiment. Donc, en fait, pour implanter mon bâtiment, vous voyez, je vais aller rechercher mes positions. Je vais même peut-être lui dire, bah, lui, en fait, par rapport à ma position, hop là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je le reprends. Je vais prendre, en fait, l'origine par rapport à mon bâti et je vais l'orienter. Donc, je vais dire ça, c'est mon bâtiment, il sera orienté à 45 degrés comme ça par rapport à mon élément. Pourquoi? Bah, parce que je suis est-ouest, pourquoi pas, j'en sais rien. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai besoin de récupérer l'information de géodésie ici, y compris le nord géographique. Je ne récupérerai pas l'altitude parce que celui-ci n'a pas l'altitude, mais vous allez voir que avec la même méthodologie, il va se passer ceci. Alors, on va avoir l'impression qu'il ne se passe rien, bien entendu, mais si je reviens sur mon point ici, alors si j'ai une élévation, mais j'aurais pas dû en avoir, mais c'est pas très grave. J'ai ma coordonnée ici et j'ai mon orientation. Vous voyez que j'ai fait un pivot à 45 degrés de mon fichier DWG. Et on est bien d'accord que ma vue ici, elle est bien en nord du projet. Si je la mets en nord géographique, ben, la magie du réel, heureusement ça a fonctionné, eh bien en fait on est tout à fait capable de réorienter notre bâtiment correctement au nord géographique. Et on est bien d'accord ici que si je mets un symbole que je n'ai pas, bien entendu, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment tout préparé euh, pour que ça soit pas magique, hein. Si je positionne mon nord ici, eh bien en fait, avec un petit symbole, j'ai mon nord géographique qui est correctement indiqué, sans aucun effort de ma part. D'accord? Le seul effort que je vais devoir réaliser à ce moment-là, c'est de positionner mon objet par rapport au NGF qu'on m'aura donné. Et si le NGF est directement intégré dans mon fichier DWG, ben, je vais pouvoir le récupérer aussi. Est-ce que ça va pour l'instant? Oula, il y a... Alors, il y a quelques remarques, pas questions, quelques remarques et questions. D'ailleurs, si tu pouvais regarder ça dans le chat, Ouais. Jacques. Merci. Alors, je suis ravi de la dernière question. C'est-à-dire, parfois, on lit le DWG géomètre, les traits et géométrie sont déformés. Avez-vous une astuce pour y remédier? Oui, j'ai une astuce pour y remédier. Alors, il y en a une qui est sur comment ça s'appelle? Une variable système. Mais je n'utilise pas celle-là parce qu'elle ne marche pas tout le temps. Alors, c'est très souvent quand les fichiers DWG proviennent d'un Covadis ou d'un outil autre que les produits Autodesk. Alors, la solution que j'utilise, je sens qu'il y en a qui vont crier, mais tant pis. En fait, je fais un copier-coller de l'ensemble du fichier géomètre dans un nouveau dessin AutoCAD. Évidemment, vers les coordonnées d'origine pour ne pas fausser aucunement en fait les informations. Et le fait de décocher, corriger les lignes ne suffit pas, malheureusement. Moi, je pourrais vous donner quelques exemples. Je n'avais pas prévu de les présenter là, mais j'ai quelques exemples dans lesquels vous avez beau cocher, décocher cette option-là, c'est-à-dire celle-ci, hein, quand vous faites l'ISAO ici, c'est-à-dire corriger les lignes légèrement décalées par rapport à l'axe. Alors, d'une part, je ne sais pas par rapport à quel axe, et d'autre part, cette case à cocher n'est absolument pas documentée dans l'aide. Je ne sais pas strictement à quoi elle sert. Donc, je préfère moi décocher, surtout parce que moi, je fais confiance au dessin que le géomètre m'a envoyé. D'accord? Mais sinon, je vous disais donc la méthode dans AutoCAD que j'utilise moi et qui fonctionne systématiquement et qui me permet de conserver les coordonnées, c'est de faire presse-papier. Alors attention, je suis dans AutoCAD 2024, hein, c'est une fonction que vous n'avez pas forcément. On va copier comme ceci, on va aller dans un nouveau dessin. Alors, vous prenez le plus vierge possible, hein, évidemment, et évitez d'avoir trop de choses à l'intérieur. Et en fait, je fais coller vers les coordonnées d'origine. Et là, je vous garantis que votre dessin fonctionne. Évidemment, faites toutes les vérifications absolument pour que vos coordonnées soient parfaitement recalées. Si vous n'avez pas fait ça, ça peut poser pas mal de problèmes, hein. Voilà. Oui, après, on peut extraire effectivement les données en CSV pour récupérer comment ça s'appelle, le semis de points. Le seul inconvénient, c'est qu'on va doubler l'altitude du semis de points quand on a fini de géoréférencer notre fichier Revit. Parce que notre fichier Revit, comme je vous le disais, il est égocentrique. Ça sous-entend, enfin, Revit est égocentrique, on va dire plutôt. Ça sous-entend que quand vous mettez votre semis de points,
eh bien, en fait, il va utiliser l'origine interne comme étant l'origine du zéro. Et donc, il est fort probable que votre semis de points soit à 2 fois l'altitude de votre site. Alors, il y a deux solutions. Soit vous mettez votre semis de points en ayant une altitude de votre point de base à zéro, et ensuite vous réglez l'altitude, et là, ça fonctionnera parfaitement. Deuxième solution, un peu plus empirique, vous descendez votre semis de points de l'altitude doublée. Voilà. C'est pas la meilleure solution, celle-ci, hein, à mon sens, mais je préfère ne pas vous donner toutes les solutions les plus archaïques. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut géo-référencer finalement notre bâtiment a posteriori, sans aucun problème, à partir du moment où on applique la bonne méthode. Voilà. Est-ce que je réponds à toutes les questions? J'ai pas loupé de questions, Patrick? Non, alors il y a juste une dernière remarque de Rémi. Tu l'as dans le chat là, mais je crois que tu y as un peu répondu, il me semble. Oui, Regarde. Oui, la d'accord. correction de la ligne, oui, c'est D'accord. pas suffisant. Et puis plus haut, Sarah avait une remarque plus haut. Je sais pas Sarah, si tu peux Sarah. remonter un peu dans le chat. Remarque de Sarah. Question aussi. Ah oui, d'accord. Un nouveau site, c'est TWCC, c'est ça? Ouais. Qui, semble-t-il, permet de récupérer des informations, mais qui n'a pas l'air tout à fait gratuit, je crois. Sarah, je sais pas. Mais bon. Ah non, c'est une Euh, contribution. Si, D'accord. il est gratuit, hein, il est gratuit. Il est gratuit, mais c'est une contribution pour que le site perdure. ouais. Alors moi j'aime bien celui-là parce que il est vraiment estampillé avec la Marianne et ce sont les données du gouvernement. Après, évidemment, chacun peut aller se récupérer ces informations. D'après ce que je comprends, Sarah, en plus sur celui-ci, il y a moyen de configurer notre export, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'utilise parce qu'à droite, tu vois, tu peux indiquer les coordonnées et Ah dans oui, un d'accord. système et il te les donne dans un autre. Et les renvoyer dans un Tu peux autre système de repérer projection. ouais, D'accord, ok. voilà, où il est sur la carte. Ok. Et moi, comme je sais pas trop interpréter les coordonnées, enfin, comme ça, je sais dans quel système on m'a donné le plan géomètre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez, parfait. Bon, du coup, bah, je vais continuer sur ma lancée. Je vais redémarrer là-dessus. Donc, le troisième scénario, c'est je n'ai pas de fichier DWG et on m'a donné une convention BIM dans laquelle j'ai des coordonnées. Celle-ci, en l'occurrence. Alors, ces coordonnées, c'est super parce que si on me les donne comme ça, elles sont d'une part à l'envers dans Revit et pas forcément compréhensibles puisqu'on a X, Y et Z, alors que dans Revit, on a ceci. Alors, on va la laisser disparaître tranquillement. Et en fait, il faut bien comprendre que le X, c'est Est-Ouest. Alors, pourquoi on a marqué Est-Ouest? Parce que c'est un outil états-unien et qui sont à gauche du méridien de Greenwich. Nous, on est à droite, on devrait être Ouest-Est. Pour info. Et on est dans l'hémisphère nord, donc on a nord-sud, ça devrait fonctionner à peu près. Bref, si on devrait le faire dans le bon sens, on serait sud-nord en vrai, hein, mais bon. Et on a l'élévation, bien entendu. Donc, si on a cette coordonnée, que je vais essayer de garder à l'écran pour la renvoyer. Eh bien, en fait, dans Revit, toujours pareil, si on commence sur un nouveau dessin, hein, à chaque fois, je recommence dans un nouveau dessin vraiment pour vous donner la genèse de la manipulation. Eh bien, en fait, quand je me positionne dans mon plan de masse ici, surtout ne faites pas ça. C'est-à-dire, ne venez pas prendre votre point ici et mettre des coordonnées directement sur ce point-là. Si vous faites ça, ça sous-entend que vous déplacez en fait votre point d'origine. Et regardez la conséquence d'avoir déplacé mon point d'origine. Je réaffiche à nouveau euh, mon point d'origine interne, le fameux égocentrique. Eh bien, en fait, si je mets des coordonnées ici, c'est-à-dire que je mets 15, hein, tout simplement, ben, mon système de coordonnées se déplace par rapport à mon origine. Et ça, c'est une catastrophe dans Revit, parce que vous imaginez bien que quand vous mettez des coordonnées en millions de mètres ici, ce qui est le cas hein, quand on a des coordonnées en RGF 93, eh bien en fait, on éloigne ce point-là de millions de mètres de l'origine de Revit. Et ça, Revit, il n'aime pas du tout. Donc, comment faire pour le faire correctement? Alors, je vais vous donner un tout petit exemple rapide. Je vais faire avec des coordonnées petites, voilà, comme ceci. Je vais afficher l'origine interne et je vais utiliser les fonctions qui sont faites pour ça. C'est-à-dire, vous allez dans Gérer, dans l'emplacement du projet ici, et vous allez utiliser coordonnées. Et dans coordonnées, vous pouvez spécifier les coordonnées d'un point. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, cliquez sur ce point-là et ce sont forcément les coordonnées partagées que vous êtes en train de modifier. Si je remets les mêmes valeurs que tout à l'heure,
c'est-à-dire 15 et 9, pourquoi pas, et que je mets 20 mètres ici, eh bien, en fait, vous allez voir que c'est mon point de topographie qui va se déplacer. Regardez bien. Hop. Je reviens sur mon chat parce que j'ai vu 3 nouveaux. D'avoir choisi également un point 00. Bonjour tout le monde. OK. Alors, le logiciel Circe, oui, il existe aussi, il est bien. La dernière mouture ne fonctionne pas sur ma machine sur Windows 11. Voilà. Et c'est effectivement développé par l'IGN. Et donc, vous voyez que mon point de topo est venu se mettre ici et il définit vraiment l'origine de mon système géographique, alors que le point d'origine n'a pas bougé et mon point de base a pris ces nouvelles coordonnées. Et alors là où ça va devenir drôle, hein, c'est que quand on va passer dans notre vue 3D et qu'on va afficher tous ces points-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être flagrant. C'est comme ceci que nous aurons l'ensemble de nos informations. Alors regardez bien. Ici, mon point de topographie correspond donc à mon point d'origine. Mon point de base, pardon, du projet correspond à mon point d'origine. Il a bien une coordonnée géographique issue de la position de mon point de topographie. Ce qui sous-entend ici que je viens de régler en une seule fois ma position sur X et sur Y, donc nord-sud et est-ouest, mais aussi ma position dans l'espace. Parce que si je fais une mesure d'annotation, ici j'ai bien une mesure à 0, et si je fais une mesure avec une cote NGF, alors vraiment je travaille sans filet parce que ça je ne l'avais pas préparé, je duplique en fait cette cote, je vais la mettre en NGF ici, on va fermer comme ceci, et on va lui demander de se projeter par rapport au point de base, par rapport au point de topo, pardon, je vais y arriver. Je mets un indicateur NGF ici, et je viens positionner mon indicateur NGF ici. Revit va contenir les deux informations d'altitude, mais aussi les deux informations, si je positionne ici une cote de coordonnées, va pouvoir contenir une position par rapport au point de topographie, d'accord? Ça, c'est le code de coordonnées classique. Je pourrais l'avoir avec l'élévation, mais si je modifie mes coordonnées standards, c'est-à-dire si je fais des mesures, bah, je suis à 0, ni plus ni moins. OK? Une question de Rémi, une réponse de Michael, de Michael, oui, dans le chat. Si Merci, tu Michael, regardes. de me soutenir. Alors, quand le projet a été déplacé, depuis la version 2019.2, vous avez dans Gérer ici la possibilité de réinitialiser les coordonnées partagées. Je vous conseille d'utiliser ça. Parce que le jour où effectivement votre projet a été déplacé, je vous déconseille de le recaler, essayer de le recaler à la main. En tout cas, en déplaçant le point de base du projet, c'est toujours une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, vous déplacez le point de base du projet, vous ne déplacez absolument pas le projet. Idéalement, à partir du moment où on vous renvoie en fait les coordonnées géodésique, vous faites un réinitialiser les coordonnées partagées. Ça veut dire qu'en fait, votre point de base et votre point de coordonnées vont revenir à 0. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et à ce moment-là, vous le reprojetez dans le système et à cette seule condition, vous pourrez déplacer votre point de base. Parce que ce point de base-là, pour bien comprendre, si vous le déplacez manuellement, il peut être n'importe où dans le projet. Alors, je vous le prouve avec ce plan de masse-là. Il n'y a aucune incidence à déplacer le point de base manuellement, à la seule condition d'avoir fait la géodésie en amont, d'accord, le géopositionnement en amont. Si vous ne faites pas le géoréférencement, ne déplacez surtout pas votre point de base du projet. Alors, pourquoi je peux me permettre de déplacer mon point de base de projet ici? Parce que je suis dans le bon référentiel et il ne fait que me donner la bonne information. Comme je mettrai des codes de coordonnées, hein, on est bien d'accord. Si je prends une code de coordonnées, pardon, il faudrait que je dessine un minimum d'un élément quand même. Voilà, on va le dessiner ici. Si je prends la cote de coordonnées de cet élément-là, eh bien, elle est projetée immédiatement dans le système de géodésie classique.
en l'occurrence ce qui m'a été donné ici. Alors faites attention d'ailleurs aussi à ces cotes-là, elles ont une forte tendance à avoir une dérive parce qu'elles ont, quand Revit a un nombre de chiffres après la virgule trop important ici, bah, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc moi je vous conseille de vous positionner toujours en mètres ici, pourquoi pas à 3 décimales pour être absolument sûr, et d'afficher l'unité. On peut enlever les zéros de fin de chaîne, mais bon, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de zéro ici. Et vous voyez, on a là la véritable coordonnée. Donc si je prends mon point de base et que je le positionne ici, ma coordonnée n'a absolument pas changé. C'est toujours la même coordonnée. Pas de souci. OK? Donc, quand vous faites, alors j'ai vu qu'il y avait une question sur l'IFC. Je n'avais pas prévu de montrer l'IFC comme ça directement, mais je vais vous expliquer des éléments. Alors, avant de passer à mon scénario numéro 4, Patrick, tu m'indiques si on est à la bourre ou si on est en avance? Oui, évidemment, comme à chaque comité de conversation, on va déborder, c'est normal. D'accord. Ne t'inquiète pas spécialement si on déborde un peu de Ok, très l'heure. bien. Alors, première chose à savoir, l'IFC est dans un système de projection WGS 84 et uniquement dans ce système de projection-là. Euh, mais il va quand même pouvoir récupérer des informations cartésiennes. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir utiliser ceci. Dans l'IFC, par rapport à Building Smart ici, vous avez l'origine du projet. Vous voyez, je n'ai fait que suivre les préceptes qui ont été mis en place pour justement bien géoréférencer un projet. Et ici, en fait, si votre origine est au bon endroit, c'est cette origine interne du projet qui doit être utilisée. À partir de là, vous êtes assuré que vos IFC fonctionneront systématiquement. Ensuite, dans les IFC, pensez bien que vous avez beaucoup de choses qui permettent de géoréférencer ou de géolocaliser des informations. En l'occurrence, les IFC buildings, les storage, les sites, les espaces, pourquoi pas, mais surtout, ce qui a trait encore en fait à tout ça, c'est les coordinate operation et coordinate reference. D'accord? Donc faites attention à ça. En général, vous verrez aussi les systèmes de conversion, mais normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin si tout le monde a fonctionné comme je vous l'ai montré. D'accord? Ce que vous pouvez demander à votre géomètre quand vous lui demandez de produire en fait des plans. Alors, il peut manquer des choses, hein. N'hésitez pas à commenter si besoin. Et, j'ai la pression parce que Quentin suit tout ça. Euh, et je crois qu'il y a Jean-Christophe aussi dans l'auditoire. Donc, n'hésitez pas à lui demander déjà euh, d'utiliser les commandes map s'il a map ou Civil 3D s'il a Civil 3D. Les projections seront bien mieux faites que si vous le faites à la main dans AutoCAD, bien entendu. Savoir si vous êtes dans le système de projection Lambert 93 ou RGF 93. Attention, ça a une incidence, les coordonnées ne sont absolument pas les mêmes. Et l'origine des coordonnées ne sont pas les mêmes non plus. D'accord? Si vous êtes en dehors de la France, bah, demandez les systèmes de coordonnées qui seront utilisés en dehors de la France aussi. C'est extrêmement utile et important. Bien entendu, ça sous-entendra qu'il faudra travailler dans ce système de projection-là. Et évidemment, si vous le pouvez ou que vous n'avez pas de possibilité autre, de demander un point remarquable sur le terrain, ce que je disais tout à l'heure. Donc, si votre terrain est totalement nu au milieu de nulle part, bah, demandez à ce que le géomètre mette une balise. Alors attention, c'est un coût, hein. Faites attention à ça aussi, il faut l'inclure dans votre demande et votre cahier des charges. Si vous êtes en réseau urbain, bah, vous pouvez demander à ce que ce soit un clou qui soit implanté et qui soit mesuré parfaitement. Si possible, récupérer des fichiers 2D dans un premier temps, parce que vous avez vu que ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi pas un fichier 3D? Alors là, moi, j'ai mon cœur balance entre les deux. On peut utiliser soit le semis de points, soit les courbes de niveau. Les courbes de niveau étant quand même, je trouve, bien plus performants que le semis de points parce qu'on n'utilisera pas avec. Enfin, le système de triangulation de Revit fonctionnera mieux avec les courbes de niveau qu'avec le semis de points. Parfois, il va faire des raccourcis sur les semis de points et on n'obtient pas quelque chose de satisfaisant. Voilà. Si possible, si vous avez des implantations et s'il y a une étude de faisabilité, bien entendu, la base cadastrale pour que vous puissiez recouper les informations, bien entendu. Et alors, bah, la demande ultime, s'il peut vous fournir déjà un fichier RVT, bah, récupérez un fichier RVT. Hein. Ne boudez pas votre plaisir dans ce cas-là. Un fichier DWG, bien entendu.
Et en dernier recours, un DXF dans Revit, ça peut fonctionner aussi, puisque les planches cadastrales informatisées sont au format DXF et on peut les utiliser sans passer dans AutoCAD en natif dans Revit. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de conversion ou quoi que ce soit. Elles sont directement lisibles dans Revit et elles sont directement géoréférencées à partir de Revit. Donc, aucun problème vis-à-vis de ça. Il y a Donc, une petite question dans le chat, Jacques. ouais. Alors, géolocaliser, c'est une coordonnée GPS dans mon état d'esprit à moi, hein. Vous me confirmez ceux qui savent. Mais pour moi, géolocaliser, c'est simplement savoir où se situe le bâtiment en coordonnées GPS. Alors attention, c'est plus coordonnées GPS de mon téléphone que les coordonnées GPS qu'un géomètre peut vous garantir. Parce que quand ils vous les garantissent, elles sont très très justes par rapport aux nôtres. Votre GPS dans votre téléphone, il est très très aléatoire, hein. Donc voilà. Géoréférencement, c'est que nous faisons appel à un système de projection à plat. Pour moi, hein, encore une fois, et je pense que ce sont les bonnes définitions. Quentin, tu hoches de la tête de haut en bas, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être ça, donc c'est bon. Voilà. Donc vraiment, la géolocalisation, c'est vraiment, en tout cas dans Revit, pourquoi on utiliserait de la géolocalisation dans Revit, en l'occurrence d'ailleurs, c'est vraiment donner une adresse au site en système cartographique. Alors attendez, il faut que j'aille sur mon autre projet plutôt. Voilà, sur celui-ci. Si je vais ici, j'ai un système de cartographie, d'accord? C'est un emplacement de site qui va arriver, voilà. Et celui-ci est souvent utilisé par les thermiciens, c'est-à-dire, en fait, il nous permet d'être dans une zone de météorologie, puisque vous voyez qu'ici, j'ai en fait des stations météo qui sont à proximité, qui me permettent de connaître les températures sèches, les températures humides, pour faire mes calculs de thermie, ni plus ni moins. Donc la géolocalisation en thermique, c'est suffisant. Le géoréférencement en positionnement et en implantation sur le terrain, normalement, c'est pas suffisant. À moins, encore une fois, que la coordonnée qu'on vous a donnée soit parfaitement juste. Voilà. Ou en tout cas parfaitement garantie par votre géomètre. J'espère avoir répondu à votre question là-dessus. Dernière partie, j'ai bientôt fini, Patrick. Ouais. Voilà. La dernière partie, c'est d'implanter des sites, d'implanter des bâtiments sur un site. C'est-à-dire implanter, pourquoi pas, si on fait... alors là, vous allez voir, c'est un peu différent que ce qu'on fait d'habitude, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait un petit terrain ici. Voilà, si Revit veut bien répondre. Voilà. Et sur ce terrain, en fait, j'ai implanté le même bâtiment plusieurs fois. Et donc, ici, je vais faire mon géoréférencement vers ce bâtiment-là. Et vous allez voir que je vais avoir 4 sites dans ce bâtiment-là, puisque ce bâtiment-là, ici, pointe, alors j'espère ne pas avoir fait la bêtise, mais je crois que si, parce que j'ai renommé le fichier après l'avoir mis. Ah non, c'est bon, il l'a trouvé, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est mon fichier RVT, ici, qui est mis 4 fois dans mon projet, avec 4 orientations différentes, malgré tout assez proches, mais 4 orientations différentes, et surtout 4 altitudes différentes aussi, puisque ici, je me suis amusé à faire un terrain relativement escarpé, avec des plateformes pour chacune de mes petites habitations ici. D'accord? Ce qui est intéressant en faisant ça dans Revit, c'est que cette fois-ci, je vais injecter la coordonnée à l'intérieur du site. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de coordonnées ici, alors que mon site, lui, est géoréférencé. D'accord? Je n'ai pas mis l'altitude, donc je vais faire l'altitude ici pour vous montrer comment on fait. Je vais spécifier le point, toujours pareil sur mon point de base. On est à 228 à ce point-là, 175, pardon, ici, sur ma coordonnée. Donc là, je viens de projeter finalement mon site dans l'espace. Si je prends mon point topo, il aura une valeur 0. Si je prends mon point de base, il aura une valeur avec la bonne altimétrie, si j'arrive à attraper mon point de base ici, 228. Et je vais demander à mon site ici, qui pour l'instant, alors je suis désolé, voilà, là ça va être un tout petit peu plus lisible. Pour l'instant, on n'a pas de coordonnées. Eh bien, je vais lui demander de les publier dans ce fichier-là. Et je vais les publier vers un site.
Donc, je vais le dupliquer. Je vais l'appeler implantation 1, par exemple. Et je vais donc injecter mes coordonnées dans cette implantation-là. Donc, je fais rapprocher cette fois-ci. Donc, je publie vers le fichier Revit. Je fais rapprocher. Et vous voyez que maintenant, j'ai une implantation qui est tout à fait juste avec une altimétrie qui est tout à fait juste. OK? J'ai donc 4 implantations. On va prendre celle-ci maintenant et on va lui redire, bah, j'ai besoin que tu t'implantes, toi aussi. Pardon, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas appuyé sur le bon fichier. Hop. Je vais refaire la même chose et je vais lui dire, je vais enregistrer une position supplémentaire vers ma deuxième implantation. Pardon, j'ai fait une faute tout à l'heure, je ne l'avais pas vu. J'ai écrit implantation avec 2 A, c'est pas terrible. On va la renommer implantation 2 ici. Et je vais renommer celle-ci pour qu'elle soit juste quand même. Ça serait pas mal. Voilà. Et donc, je vais prendre celle-ci et je vais lui dire, je vais l'envoyer dans l'implantation 2. Je valide. Et il aura cette nouvelle implantation avec cette nouvelle altitude. Oui, après j'ai bientôt fini ma démonstration. Vous pourrez poser votre question tout de suite après. Pas de problème. Je vais refaire mon implantation numéro 3 et ainsi de suite. Vous aurez compris le principe maintenant. Voilà. Je valide et j'informe ce fichier-là. Et je vais faire la dernière, histoire de toutes les faire comme ceci. Voilà. Alors, les développeurs Revit n'ont pas jugé bon que quand vous dupliquez une implantation qui s'appelle implantation 3, elle s'appelle directement implantation 4. Bon, c'est pas très grave. Et vous voyez celles qui sont déjà utilisées en plus, et on va valider. Donc, ça sous-entend ici que sur mon site, maintenant, chacun de mes bâtiments connaît strictement sa position dans l'espace par rapport au RGF 93 dans le conique conforme correspondant à ce site-là. Si j'ouvre ce bâtiment-là, je vais lui demander vraiment de l'ouvrir. Vous voyez, je n'ai qu'un seul bâtiment alors que j'en ai implanté 4. Eh bien, en fait, si je l'ouvre ici, il va évidemment le fermer là-dessus. Il va me proposer de l'enregistrer avant de l'ouvrir, bien entendu. Et ici, on va pouvoir s'apercevoir que dans mes emplacements dans Revit, ici, eh bien, j'ai injecté 4 emplacements différents et j'ai bien entendu injecté le bon système de projection. D'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir lui dire, bah tiens, celui-ci, il est actif, je valide OK. Si je me mets en ordre géographique, il sera directement orienté. Si je change d'emplacement, je vais prendre, là j'avais le 1, on va se mettre sur le 3, on va le rendre actif ici, ben, mon site va changer systématiquement et aura en fait l'ensemble des implantations que j'ai utilisées pour ce bâtiment-là dans un site plus grand que lui. J'ai fini ma présentation. Nous pouvons passer aux questions orales si vous le souhaitez. Bonjour Zata, donc j'avais une question sur cette démonstration. Oui. Quand on charge par exemple cette maquette générale qui comporte ces 4 maisons Oui. Sur une plateforme ACC ou toute autre plateforme, quand on compile les maquettes, Oui. il va prendre le point de base. ACC par exemple va prendre le point de base. Donc là, les points de base, ils ne sont pas alignés, donc ils vont s'aligner un peu n'importe comment. Non. Non. Alors, si on fait en fait le système de projection de ce type-là, normalement, en fait, le système de projection est inclus à l'intérieur du fichier Revit. Ce qui sous-entend qu'il se positionne en fonction, justement, de cet environnement-là. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir ce type de problème-là. J'avais essayé, en fait, j'ai eu le problème et j'ai regardé dans l'aide AutoCAD, il y a une petite remarque qui dit si vous utilisez la plateforme ACC, le site partagé ne fonctionne pas. Donc, il ne prend pas en compte. Donc, je suis devant un petit problème parce que oui, si vous utilisez la plateforme, évidemment, c'est problématique. Voilà, ou même toute autre plateforme, en fait, ça va poser problème, ne serait-ce que pour éditer des fichiers IFC et les exploiter dans d'autres plateformes. Moi, j'ai ce cas de figure-là avec des modules hors site. Donc, on crée un module, une maquette qu'on duplique
Donc, en fait, ça revient au même principe, mais qu'on en a 100, J'entends bien, oui. voilà. Donc, Ouais, j'entends bien. j'ai pas trouvé de solution. Avez-vous une solution ou comment je Alors, moi, pourrais, j'en ai pas, dans votre cas mais ou il dans un me autre, mais semble, voilà, j'entends bien. Alors, encore une fois, comme Patrick l'a annoncé tout à l'heure, je ne suis pas de chez Autodesk. Donc, ouais. moi, les dernières que j'avais faites fonctionnaient. ACC évolue très, très, très régulièrement. Vous avez fait cette modification quand? J'ai testé ce matin là. Ah, ce matin? Bon, ben Ouais. donc, c'est que ça fonctionne pas. Je peux pas vous dire mieux. Et c'est une question à poser sur notre forum, hein, Revit et Ouais. BIM, bien sûr, hein. La communauté essayera d'y répondre et à défaut, je ferai appel aux gens de Desk France pour vous apporter une réponse sur ce point particulier, hein. Ouais, je pense que ça Oui. serait pas mal, ouais. Et on Ok. sera tous intéressés par la réponse, je pense aussi. Ah bah oui, parce que moi, ça va grandement me servir, hein, parce que là. J'entends bien, ouais. OK, Mais on fera ça ouais, sur. j'avoue que moi, j'ai fait que des implantations où j'en avais pas énormément et Hmm. OK. On est un peu ça pris n'a par pas le posé de temps, donc problème. on Ok. continuera cette discussion sur le forum. Il y a une dernière remarque de Rémi, et puis on va conclure, je pense, ensuite, D'accord? Jacques. Ouais. Tu peux regarder la remarque de Rémi. Attends, je vais la chercher. Ouais, Sur ACC, il n'est pas possible de modifier les emplacements partagés. Ah non, ça c'est Michael. Sur ouais, la juste au-dessus. plateforme, il faut ramener les fichiers en local pour faire les modifs. D'accord. Donc en fait, il faut éditer dans Revit. C'est ça, Michael, hein. Allez, je prends la question de Rémi. Est-ce que cette manipulation pose des problèmes au modeleur MEP? Le géoréférencement, après avoir modélisé les tuyaux déconnectent certains réseaux. Oui, j'ai entendu parler de ça et j'ai pas de solution non plus, malheureusement. Des questions à discuter sur le forum, bien sûr, hein, parce qu'on est D'accord. pris par le temps. On a dépassé de beaucoup l'heure déjà, hein, Ouais. ici. Il y a Voilà. une réponse de Michael, hein. Manifestement, il faut récupérer en fait les fichiers en local dans un premier temps, faire les géolocalisations, les géoréférencements, pardon, Mm, et les renvoyer sur ACC. Voilà. mm. Mais il est possible que ça soit aussi une problématique de publication aussi, vérifier cette partie-là, parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu ce type de problème-là. Hmm. OK. Je fais défiler un peu rapidement les dernières slides qui seront dans l'enregistrement. Donc, je ne vous demande pas de les lire maintenant, bien sûr. Elles seront dans l'enregistrement, hein, en conclusion de ce webinaire. Voilà. Et puis, c'est tout, en fait. Donc, j'arrête mon partage. Voilà. Bon, on va conclure ici, hein. On a dépassé un petit peu, mais pas trop. Il y avait tellement de choses à dire. J'imagine qu'il y en a encore, mais on verra ça par la suite, hein. Effectivement, je rappelle que toutes ces histoires de géoréférencement ont été traitées au moins depuis 2 ans par la communauté, en particulier par 2 webinaires de Jean-Christophe Waknin, qui nous avait Oui, fait ça il y a déjà au moins peut-être bien presque 2 ans, je crois, pour le premier, hein, et qui va en faire un nouveau au mois de février. Au mois de février, oui. Et puis, et bien qui est sûr, présent, je crois, hein, et qui est Patrick. présent, Jean-Christophe, qui est avec Ouais, nous. Et puis, bien sûr, ce webinaire de Jacques, que Jacques tenait absolument à faire, que je trouve, n'étant pas un spécialiste quand même, mais moi passionnant, en fait, hein, parce que c'est la vision de l'architecte, de la personne qui est confrontée en pratique avec toutes ces choses-là, bien que, comme l'a dit Jacques, il y a la partie théorique indispensable, naturellement, qui avait été expliquée parfaitement, bien sûr, par un tout à spécialiste fait. comme Jean-Christophe Waknin. Et puis, toute la partie pratique, il faut se débrouiller avec les choses. Parfois, on trouve des astuces, parfois, on trouve des astuces qui ne sont pas idéales, mais Jacques l'a bien souligné, en fait, hein. Et je trouve que ces deux visions des choses sont tout à fait complémentaires pour moi, hein. C'est vraiment pour moi l'essence de la communauté de montrer différentes visions des mêmes problématiques, en fait, finalement, hein. Voilà, donc je remercie beaucoup Jacques pour avoir fait ce travail de préparation et de présentation, hein. Et je dois conclure ici, hein. Donc nous allons simplement mettre fin à la présentation. Bien sûr, vous la retrouverez dans quelques jours sur notre forum Revit et sur la chaîne YouTube Autodesk France. Merci à tous Merci à tous. et bonne journée et meilleure année à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année aussi. Merci Jacques. Au revoir, à bientôt. Au revoir à tous.